on va poursuivre. Avant que Caroline Daou, notre directrice des événements, là, prenne la pôle pour faire le bilan, puis entendre ce que vous voulez nous partager par rapport à la saison de compétition qu'on a eue cette année. Juste vous dire qu'on avait prévu 2 heures. On va poursuivre la discussion pour au-delà du 2 heures. S'il y en a qui doivent nous quitter en cours de route, là, ne vous gênez pas. La présentation est enregistrée, vous allez pouvoir la regarder après coup et nous poser vos questions. Là. On est toujours ouvert à recevoir vos courriels et d'y répondre évidemment. Vous pouvez aussi communiquer avec les employés là, qui sont là pour fournir ces services-là. Alors, sans plus tarder, passons à la prochaine section de présentation, si on veut, par rapport au bilan de compétition. Et je prête la parole à Caroline, si Caroline est de retour, bien sûr. Oui, je suis là. J'attends juste le partage d'écran. Bon. OK, excusez. Bon, bien, je vais essayer, là. Attends, donnez-moi 2 secondes. Bien, on a été un retour à une saison de compétition après plus d'1 an d'arrêt à cause des mesures sanitaires, puis ils ont en plus évolué au courant de la saison. Fait que ça a été encore une année d'adaptation, même qu'on a pu commencer, puis on a eu plusieurs semaines d'arrêt au cours de la saison. Puis ce qui a amené aussi beaucoup de conflits d'horaire avec le scolaire en raison qu'ils ont changé leur calendrier, ils ont repoussé leur championnat. Donc, tout a été repoussé. Fait que on est très conscient que ça a été une fin de saison très chargée, autant pour les joueurs, entraîneurs, arbitres et aux organisateurs. Fait que une saison pas facile, mais au moins, comme j'aime bien dire, les jeunes ont pu jouer au volleyball, puis c'est ça qu'on veut, puis on a pu voir même à la fin de l'invitation printanière, on a pu voir des sourires, même tout au courant de la saison. Tu peux poursuivre, Martin. Ben juste pour faire un retour, que le calendrier de Volleyball Québec il a été essentiellement maintenu comme prévu. On a seulement dû déplacer le festival à la fin de semaine de Pâques, qui avait déjà rien, pour permettre qu'il y ait une invitation là, suite au retour à la compétition avant le championnat, pour pas que ça tombe directement à l'événement de fin d'année. Puis pour remplacer les tournois qui ont été annulés, là, on a fait les invitations printanières 14 à 18 ans pour toutes les catégories. Fait que ça, en résumé, là, dans le fond, à 14 ans et moins, les équipes ont fait 4 tournois comme prévu. En masculin, alors, ils ont fait 3 tournois. L'Omnium 4 contre 4 qui a été annulé. Puis dans les catégories 15 à 18 ans, bien, il y avait la possibilité là, de faire 4 tournois sur les 5 qui étaient prévus. Puis en 21 ans et moins, là, on a pu avoir une saison régulière. Ben là, les lieux de compétition, ben, on a une saison très spéciale. On a eu les infos très tardives du MTQ. Fait que ça a été compliqué tant pour Volleyball Québec que tant pour les clubs pour savoir s'ils pouvaient organiser. Il y a des écoles qui ont répondu très tard qui avaient la possibilité d'organiser. Fait que ça a été très dur de recruter des organisateurs. Puis ça a fait que les lieux étaient connus très tard. On est très conscient de ça, malheureusement. Puis que souvent, on allait au même site. Puis moi, je veux prendre la peine de remercier le Club Essard et Stéphane Martin, qui était là toutes les fins de semaine dans les tournois, parce que ça nous a permis de pouvoir avoir des tournois. On est allé souvent à Québec, mais c'était pour qu'ils puissent avoir des tournois. Fait que merci Stéphane. L'arbitrage aussi, ça a été compliqué au niveau de l'arbitrage parce que ça a été très difficile le recrutement. Après la pandémie, il y a des arbitres qui c'était comme leur gagne-pain, parallèle à leur vie normale, mais là, qui ont dû se trouver d'autres choses, puis il y en a qui ne sont pas revenus à l'arbitrage, réussir à former des nouveaux arbitres, ça a été très, très compliqué aussi. Alors, ça a été plus compliqué cette année. Puis en plus, cette année, on a eu beaucoup de tournois scolaires et civils en même temps, là, à la suite, ben, à cause que les calendriers, là, comme j'ai parlé tantôt. Bon, cette année, excusez, gorgée d'eau. Cette année, on a dû commencer à demander
aux équipes de fournir des marqueurs. C'était un enjeu et c'est un enjeu de plus en plus pour les organisateurs. C'est pas tant un enjeu financier, c'est plus un enjeu de ressources humaines. C'est dur de recruter du monde pour être capable d'avoir des marqueurs qui sont là toute une journée pour faire le tournoi. Puis même, ça faisait qu'il y a des organisateurs qui n'allaient pas organiser si c'était une des conditions. Fait que ça a été, on a dû le faire. Ça n'a pas tout le temps été simple cette année. On le sait, c'est une année de transition. Mais on va devoir le maintenir pour la saison 2022-2023, mais on va quand même faire des petits changements. Puis vous êtes aussi, on l'a déjà fait, fait que vous êtes avertis, puis vous allez pouvoir vous préparer à l'avance. Mais aussi clarifier qu'un marqueur, c'est quelqu'un qui sait remplir la feuille de match. C'est pas juste quelqu'un qui est là pour tourner les points. Puis aussi, on a une formation, on vous l'a écrit, mais je le réitère, on a une formation en ligne qui est disponible gratuitement pour aider à former vos équipes. Puis vous pourrez le faire là, dès le début de la saison. Puis là, pour 2022-2023, ce qu'on va faire, suite à la recommandation qu'on a eue de plusieurs d'entre vous, c'est qu'on va faire un horaire. Fait que dans le fond, vous allez marquer, mais dans un match que vous n'êtes pas pendant que vous êtes en pause, dans le fond. Fait que comme ça, si des équipes viennent à juste 8 joueurs, ça n'empêche pas que tout le monde va pouvoir être sur le banc. Puis, tu sais, s'ils viennent de loin, puis il n'y a pas de parents qui ont suivi, puis qu'il n'y a personne qui veut marquer comme parent ou quoi que ce soit, mais ça va vous permettre. Puis là, ça va être su à l'avance, là, comme l'horaire que vous jouez vos matchs, bien, vous allez avoir un moment pour marquer. Ça va être seulement là, dans les derniers horaires que l'autre va devoir fournir des marqueurs. Mais ça, c'est ça. On va tous vous donner l'info, mais c'est juste qu'on est conscient que ça n'a pas été facile. Il y en a, ça a super bien été, qui ont formé leur monde. Il y a des clubs que ça a été plus complexe. Mais là, pour l'année prochaine, puis ça va être rajouté aussi là, dans la politique de compétition. Ce n'est pas une option. Là. Fait que malheureusement, il va falloir qu'on aille avec ceux qui n'ont pas quelqu'un qui est formé, qui s'est marqué. Là, il va avoir des conséquences. Pour que, moi, dans le but d'équité pour tout le monde, s'il y en a qui travaillent pour avoir des marqueurs formés, il faut s'assurer que ce soit juste que tout le monde en ait. Puis, tu sais, c'est pas si complexe que ça, là, marquer une feuille de match. Là. Alors, juste savoir comment faire. On a une question de Stéphane Martin. Vas-y, Stéphane. Oui. Écoutez, par expérience, moi, aussitôt que j'ai su que vous faisiez ça, moi, en tant que club, on a pris la décision d'exiger aux parents de suivre la formation. Et on a formé tous nos parents pour suivre la formation. Puis je pense que c'est la meilleure solution, c'est ça, et non pas de faire marquer les jeunes quand ils sont en pause, parce que là, il y a des coachs qui vont dire, mais là, on n'a pas la chance de réunir nos joueurs pour leur parler, puis refaire des retours sur leur match ou des choses de même. En tout cas, moi, ma proposition, ça serait de laisser ça encore aux jeunes. Puis pour avoir organisé les tournois pas mal cette année, ça a bien été. La plupart du temps, les parents étaient là puis aidaient. Moi, je pense que ça responsabilise un peu aussi les parents puis ça les sensibilise à voir le jeu puis à être conscient de ça. Merci Stéphane pour ton intervention. C'est un bon point. Marc, tu veux ajouter sur cette discussion-là? Pour les équipes qui vont au championnat canadien à Edmonton cette année, ce n'était pas les parents, c'était les joueurs qui devaient être marqueurs. Donc, il faut quand même tenir compte de ça. Il faut que les joueurs sachent marquer. Un autre aspect aussi, il faut que les gens soient là avant le match. Le problème qu'on avait ou qu'on a eu à quelques reprises, c'est que les marqueurs arrivaient en même temps ou quand le coach disait, bon, ben mon marqueur, il va venir après mon entraînement, mon échauffement. Alors, qui complétait la feuille de match? C'était problématique. Donc, il faut juste faire attention. Donc, je me suis contredit, c'est-à-dire que si c'est des joueurs, le problème, c'est que l'entraîneur, on comprend qu'il veut échauffer ses joueurs. Donc, on est en retard.
Au niveau canadien, c'est les joueurs de l'équipe. Donc, un joueur de chaque équipe qui doit être, c'est des juges de ligne, eux autres, qui appliquaient. Donc, le juge de ligne, il devait être, puis les parents étaient marqueurs. Donc, ça, c'est un autre type de problème qu'on avait au championnat canadien, c'est-à-dire des juges de ligne qui étaient des joueurs. Non, ça, c'était problématique. Une question de COVID, là, Marc, là, c'était vraiment à cause de la COVID qu'ils ont mis ce règlement-là. Là, c'était parce qu'ils ne voulaient pas le moins possible de contact. Là. Fait que ça, ce règlement-là, il risque de changer à la pour les juges de ligne, tu parles? Même c'est ça, même les marqueurs. Les juges de ligne, en tout cas, moi, la rumeur, c'était qu'il y avait eu trop de problèmes avec des parents qui trichaient. Donc, des parents qui favorisaient leur équipe au détriment du jeu. C'était ça un petit peu le les joueurs, il y en avait autant, mais en tout cas. Oui, je sais. mais les marqueurs au Canadien, ça peut être n'importe qui, ça peut être des parents. Oui, tu as raison, Stéphane. Je me suis trompé, là. C'est vraiment ça. C'était. Mais ça, tu sais, Marc, vu que c'était la première année, on comprend. Mais tu regardes là, vers la fin de l'année, à Québec, en tout cas, les parents étaient habitués là, parce que ça venait souvent chez nous. Puis les parents, ils descendaient. Aussitôt que le match était fini, ils descendaient. Ils commençaient à remplir la feuille. C'est question d'habituer tout le monde. Là. On est en année de transition. Moi, je pense que de continuer dans cette lignée-là, ça serait bon. Puis là, si tout le monde est au courant suite à ça, on va aviser tous nos parents, dire regardez, il faut que vous soyez en bas, surtout que le terrain est libre, commencez à remplir la feuille de match. Puis, en tout cas, puis moi, je trouve que les arbitres ont super bien aidé cette année. En tout cas, on a eu une très bonne collaboration. D'aider les parents, puis tout ça, c'était génial. Moi, je trouve que c'est un plus. Là. Puis c'est beaucoup. À choisir, je préfère les parents. Tu as raison. Oui, puis au point de vue organisation, c'est beaucoup, comme Caro, elle l'a dit, c'est beaucoup moins de gestion pour le club à recevoir. Ça facilite la réception des tournois. Mais une des choses, Stéphane, le problème, c'est que là, c'est comme là, toi, tu avais beaucoup de tournois à Québec, puis ça peut arriver que toi, souvent, les parents y suivent, mais il y en a qui ont moins de parents ou qui n'ont pas de parents qui suivent. Surtout les équipes qui viennent de très loin, là. Fait que c'est tout ça aussi qu'il faut penser. Oui, dans ça, je suis d'accord, mais peut-être que là, on pourrait s'arranger avec les parents de l'autre quand il y a moins d'équipes qui suivent, que l'autre fournisse un parent de plus. Là. En tout cas, on peut voir. Là. Parce que c'est plate, comme Marc il dit aussi, c'est parce que le coach, il veut que son jeune se réchauffe. Il ne sera pas plus là, le jeune, pour remplir la feuille ou quoi que ce soit. Et ça va devenir quand même... Je pense que la solution idéale n'aura pas pour tout de suite, là, mais on s'en va dans le bon sens, je pense, en sensibilisant les gens. Là. Oui, Martin. Merci pour vos interventions. Martin et Carl a peut-être la solution idéale. Après ça, on poursuit. On ne t'entend pas, Martin. Moi, je ne pense pas que j'ai la solution idéale, mais je trouve que la proposition qui est là, que ce soit les équipes qui sont en attente, là, ça se fait comme ça en Ontario dans plusieurs catégories, et que ce soit les équipes qui sont en pause ou qui ne sont pas en action, là, qui soient sollicitées pour marquer. Je trouve que c'est très bien. Nous, on en a discuté à l'interne dans notre club, puis ça a été, oui, comme première année de transition, mais ça a été vraiment une lourdeur assez incroyable là, de recrutement, puis de formation de parents, puis de savoir s'ils ont un intérêt. Bref, je trouve que la solution là, des équipes en attente reste la meilleure, là, à notre avis. Merci. On va continuer. Pour la saison passée, l'affiliation, il y a eu un gros changement. Là. Il y a eu deux gros changements. C'était une nouvelle plateforme qu'on a utilisée, Sportle. Je vais en reparler un peu plus tard. Puis aussi, c'était nouveau, c'était le joueur et entraîneur qui devait s'affilier lui-même sur le site d'inscription. Ça a été... ça a bien été. Les clubs ils ont bien participé. On s'est adapté pour certains parce que les saisons, l'annonce a été faite quand même assez serrée avec le début de saison. On va continuer comme ça à l'avenir. Comme vous le savez, c'est beaucoup parce que le joueur ou l'entraîneur doit lui-même accepter les politiques et le fait d'être membre à Volleyball Québec. Et de toute façon, comment on fonctionnait avant, les joueurs et entraîneurs, il fallait qu'ils retournent dans le système, fait que ça devenait, c'était plus compliqué. Là, ils le font dès le départ. C'est important, puis on va le continuer, peu importe le système qu'on va utiliser, les clubs vont avoir une mise à jour régulière de savoir qui est membre dans leur club, qui le fait ou pas. Ça, peu importe le système qu'on va utiliser,
ça va demeurer. Ben pour les alignements, avec le changement de plateforme, on a dû changer le fonctionnement. Je veux en prendre la peine de remercier la collaboration des clubs. On a dû tous s'adapter, puis ça a super bien été. Puis je veux vous remercier de votre collaboration là-dessus. Aussi, cette année, vous avez sûrement vu passer, on a fait on avait préparé des sondages d'appréciation des tournois pour savoir à chaud. Le courriel est envoyé le lundi, mardi après le tournoi pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Il y avait un sondage qui était envoyé aux joueurs puis un autre aux entraîneurs. Le taux de satisfaction des joueurs qui a été répondu, c'était 8,5 sur 10. Fait qu'on est très contents. Merci à ceux qui ont répondu. Merci à ceux qui répondent et qui font des commentaires. Je veux vous les dire, on les lit, on regarde puis on essaye de voir comment améliorer par rapport aux réponses de sondage qu'on a. Ça nous aide à avoir un pouls. Moi, je l'ai dit quand j'étais dans les tournois là, au mois d'avril, il y en a qui me faisaient des recommandations. J'étais là, super, mais dans le tournoi, ça se peut que j'oublie. Allez l'écrire dans le sondage. C'est une place qui vous permet de donner votre opinion. Mais, tu sais, dans le fond aussi, mon courriel est toujours disponible là, si vous voulez m'écrire, puis mon téléphone aussi. Les championnats cette année, je suis allée voir un peu pour voir le niveau de participation. Il était égal à 2018-2019, mais un peu moins, que ce qui était prévu en 2020, là, les championnats 2020 qui ont dû être alignés avec la COVID. Je trouve ça le fun parce qu'on voit que le volleyball est encore, les jeunes sont encore intéressés. On n'a pas pu jouer beaucoup. Excusez, on n'a pas pu jouer beaucoup dans les dernières années, mais les joueurs sont toujours là. Fait que c'est le fun. Puis je veux aussi, là, on essaie toujours d'avoir un employé sur place pour chaque championnat. On trouve ça important. Malheureusement, exceptionnellement, ça n'a pas été possible cette année. Comme vous le savez, là, on a eu aussi nos défis avec la COVID-19 là, dans le temps des championnats. Là, moi, je vais vers l'année prochaine, puis j'ai quelque chose on a quelque chose à vous proposer. Je vais donner le bon là-dessus à Daniel qui va vous présenter ça. Merci, Caro. Bonsoir tout le monde. C'est ça, concernant les régions éloignées, bon, le Québec, c'est quand même une grande province. Les tournois de Volleyball Québec, ce sont des tournois provinciaux. On a, depuis que je fais à Volleyball Québec, c'est arrivé souvent que les clubs des régions éloignées trouvaient un petit peu injuste que ce soit toujours eux autres qui voyagent et de ne pas pouvoir recevoir de tournois. De le faire en tournoi invitation, ben, à ce moment-là, les clubs ont le choix d'y aller ou pas. Donc, on a essayé de trouver une façon et de permettre aux régions éloignées de recevoir des tournois et aussi que les clubs puissent budgéter d'avance, avoir déjà une idée que oui, OK, avec cette équipe-là, cette année, on risque d'avoir des tournois en région éloignée. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Fait que la solution proposée, c'est que ce qu'on recherche dans un premier temps, ce serait pour les tournois des circuits évolutifs. Donc, présentement, c'est en féminin, en 15, 16 et 17 ans. Un tournoi de chacun des circuits évolutifs pourrait être octroyé à une des régions éloignées. On a considéré comme région éloignée le Saguenay, l'Abitibi, la Côte-Nord puis l'Est du Québec. Ce qui fait que chaque équipe qui décide d'embarquer dans le circuit évolutif doit s'attendre dans son budget à avoir possiblement un tournoi dans l'année qui demandera peut-être un peu plus de transport. Ce qu'on prévoit faire, c'est que plus la catégorie est jeune, plus la région éloignée sera peut-être en moindre distance en moyenne. On s'entend qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus loin pour quelqu'un que d'autres. Donc, les catégories plus jeunes auraient des régions, des tournois en région éloignée, un peu moins, avec un peu moins de transport.
peu importe les régions, là, c'est ça qui est important, là. C'est que oui, un tournoi de circuit évolutif peut être accordé à une région éloignée. Maintenant, il faut que la région fasse partie du circuit évolutif. Peu importe la région, tous les clubs doivent se qualifier pour ce circuit. Donc, on ne qualifie pas d'office un club parce qu'il est de région éloignée. Les clubs qui sont intéressés, qui se qualifient, la façon de se qualifier pour le circuit évolutif, c'est le classement du championnat de l'année précédente dans la catégorie précédente. Donc, les clubs qui sont qualifiés, et s'il y a un club de région éloignée qui en fait partie, non seulement devra avoir participé au championnat l'année précédente, mais aussi démontrer une implication en ayant participé à au moins un autre tournoi dans l'année précédente. Donc, pas seulement le championnat, et devra aussi nous assurer d'être en mesure de fournir les arbitres dans sa région pour la tenue du tournoi. De sorte à ce que les équipes qui performent régulièrement pourraient, année après année, s'attendre que pour nos équipes en circuit évolutif, on doit planifier volontairement la possibilité d'au moins un tournoi à l'extérieur. Très bien, Martin. Merci. Bien, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille tout de suite aux commentaires. Oui, ben c'est ça. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Est-ce qu'il y a... OK, on poursuit. Merci, Daniel. Puis aussi, il y a des propositions que... OK, Geneviève, elle a levé la main. Vite, vite, vite. Bien, en fait, ma question, c'est, vous avez quand même sorti très rapidement là, cette année le calendrier des compétitions. C'était pas les circuits, là, c'est les tournois invitations et tout, mais ma question, c'est en sachant que ça, c'est sorti bien d'avance, est-ce qu'on va être en mesure d'espérer, est-ce que tout va être devancé justement à savoir qui va recevoir ces tournois-là? Ben oui, on va essayer. On a... regarde, tu amènes le point, là. On va, suite à la rencontre d'aujourd'hui, on va confirmer si tout est beau. Puis si, suite à la rencontre d'aujourd'hui, on serait prêt à envoyer les appels d'offres demain ou jeudi au plus tard, que les appels d'offres sortiraient. Puis la première date limite pour les appels d'offres, ça va être le 1er septembre. Parce qu'on aimerait ça les sortir là, mais il y a des commissions scolaires qu'ils ne peuvent pas réserver les gymnases avant le mois d'août. Fait qu'on ne peut pas pénaliser ces commissions scolaires-là qui ont des... Fait que là, en mettant la date limite le 1er septembre, on va pouvoir annoncer déjà des sites de compétition le 15 septembre. On va faire une première annonce le 15 septembre. On s'engage à faire ça pour qu'après, si on n'a pas réussi à trouver tout, on va pouvoir ouvrir d'autres sites. Fait qu'on a vraiment une ouverture pour qu'on puisse... Parce qu'on sait que c'est un enjeu, mais c'est un enjeu aussi qu'il faut que les clubs puissent réserver les gymnases dans les écoles pour pouvoir organiser aussi. Oui, juste avant de prêter la parole à Martin Carl, qui a une question. Caroline, juste préciser, tu voulais dire on ne veut pas pénaliser les clubs qui œuvrent dans des régions où il y a une commission scolaire qui demande et qui ne peuvent pas réserver tôt. Oui, c'est ça que je voulais dire. Vas-y, Martin. Juste avant, Martin, excuse-moi de couper la parole. Juste avant, il n'y a pas juste les appels d'offres qui vont se faire, mais bien entendu, en même temps, il y a aussi le participer au circuit évolutif qui vont être faits aux différentes équipes là, pour qu'on sache qui va faire partie des circuits évolutifs. Martin? Oui, bien en fait, je voulais savoir, est-ce que c'est envisageable de faire des appels d'offres pour 2 ans, 3 ans, afin d'essayer de couler soit des championnats régulièrement à la même place, puis que ça soit d'avance au moins, ou que ce soit pour plusieurs circuits. J'essaie de voir là, s'il y a des moyens là, pour essayer de canner cette espèce de calendrier-là là, de façon plus rapide. Bien, on a tout le temps le défi, Martin, qu'il faut qu'on ait une représentation géographique. Là. Fait que, tu sais, puis il y a tout le temps, c'est sûr que ça, c'est comme les championnats, ça serait vraiment le fun. Puis, mais en plus, pour le comité organisateur, là, la première année, il le fait.
il est habitué, il ne peut que s'améliorer la deuxième année. Mais ça pourrait être une option là, pour les championnats, mais c'est tout le temps aussi, c'est pas toutes les commissions scolaires que le monde peut réserver des dates 2 ans d'avance aussi. Là. Mais c'est une chose qu'on pourra regarder. Moi, je prends note. Stéphane Martin avait une question aussi. Ou Stéphane, tu as baissé ta main? Non, ça va, OK. Tu peux poursuivre, Caroline. Je n'ai pas d'autres mains. C'est bon, fait que tu peux poursuivre. Pour le 14 ans et moins féminin, on voit qu'on a de plus en plus d'équipes et on voit aussi qu'on a de plus en plus de jeunes de 12 ans qui participent à nos activités. Fait que ce qu'on propose pour cette année, c'est qu'en 14 ans féminin, on va continuer à avoir la division 1 et 2, mais on va offrir maintenant la catégorie 13 ans et moins. Elle va être en même temps que le 14 ans et moins. Les équipes vont devoir choisir, là, dans le fond, les clubs, s'ils font des équipes 14 ans et moins, les 13-14 mélangés, ou ils font des équipes seulement 13 ans et moins. Fait qu'on va offrir ça cette année. La seule chose importante, par exemple, si vous allez au championnat national, il va falloir faire le festival en 14 ans et moins. C'est la seule condition qu'il va y avoir. Mais le reste de la saison, si vous avez une équipe juste de 13 ans, vous allez pouvoir faire toutes les invitations là, en 13 ans. Pour le masculin, à l'Omnium de décembre, l'Omnium qu'on organise tout le temps, on va continuer d'offrir le 4 contre 4, mais on va offrir aussi le 6 contre 6. Fait que là, les clubs pourront choisir dans quelle catégorie ils s'inscrivent. Puis au festival, on va vraiment offrir la division 1 et 2 pour les équipes. Puis si on a 4-5 équipes, là, on va tenir la division 2. Cette année, là, il y avait moins d'équipes, on les a fusionnées, mais on va, là, cette année, l'année prochaine, on va même si ça, il devrait y avoir plus d'équipes, là, mais on va maintenir 2 divisions dès la première journée. Oui, Stéphane. Je vois que tu es dans l'ajout d'activités. Est-ce que vous avez envisagé d'essayer dès l'année prochaine, vu que le circuit masculin augmente, de faire au moins 1 ou 2 invitations dans le 15-17 en même temps que le 15-17 féminin, de faire une invitation 15-17 masculin? Moi, j'ai eu cette semaine la proposition, mais malheureusement, on va en parler plus tard, là, mais il y a une harmonisation de calendrier. Fait que là, nous, on ne peut pas rajouter des événements dans notre calendrier qui ne touchent pas la catégorie. Tu sais, comme le 13 ans, on peut le rajouter dans la même fin de semaine que le 14 ans, mais je ne pourrais pas le rajouter une autre fin de semaine. Non, mais si tu peux ajouter du 15 ans masculin avec le 15 ans féminin, c'est la même fin de semaine, même catégorie d'âge? Non, mais c'est annoncé que le 16 ans masculin, c'est telle fin de semaine. Je ne peux pas rajouter une fin de semaine qui a du... Non, tu ne rajoutes pas de fin de semaine, Caro? Je rajoute du masculin dans une fin de semaine qui était annoncée qu'il pouvait avoir du cadet masculin. Fait que malheureusement, je ne peux pas le faire cette année, mais c'est sûr que l'année prochaine, ça va être dans notre plan de pouvoir l'ajouter. OK, bien, parce que généralement, parce que je suis sur le comité du RSOQ aussi, là, puis généralement, le RSOQ, il ne regarde pas si c'est du masculin ou féminin, il calcule, il place le cadet quand il n'y a pas de cadet féminin. Ça veut dire, vu que tu as mis du 15 ans féminin, ils ne mettront pas de cadet là. C'est sûr que ce soit du masculin ou féminin dans le RSOQ. Okay. Et c'est pour ça que je disais que ça n'aurait pas changé de quoi. Là. Mais je comprends, Stéphane, mais nous, on va en reparler tantôt. Là. Martin va en reparler, l'harmonisation des calendriers. Puis malheureusement, nous, on ne peut pas faire ça. Puis, OK, c'est bon. Ben, en tout cas, si je suis encore là tantôt, parce que là, moi, il faut que je parte bientôt, là, mais si je suis encore là, je vous en reparlerai parce qu'on a fait le calendrier. J'ai voulu me débattre avec RSOQ encore pour le calendrier. D'accord. Prochain point. Ben là, je vais refaire, il y en a beaucoup qui sont au courant un peu, là, mais un petit résumé, là, le contrat de GoLine du site d'inscription en ligne qu'on utilisait était terminé pour la saison 21-22. Volleyball Canada et les autres provinces, sauf l'Ontario, qui ont leur propre système,
ont choisi une plateforme d'une compagnie irlandaise pour leur site d'inscription en ligne. Volleyball Québec, on ne croit pas que c'est la meilleure solution pour ses membres. La compagnie Montréal Lice Portal, qui a présenté à Volleyball Canada aussi, a produit un produit mieux adapté à nos besoins, puis en plus, qui peut offrir le service en français. Fait que là, pour la saison qui vient de passer, on a utilisé leur Sportal One, qui est un système qui fonctionne depuis des années, qui est très stable, puis qu'on a pu adapter à nos besoins. Quand je dis bien adapté, là, c'était pas parfait, mais ça allait bien, puis on a pu l'adapter. Puis aussi, ben, on s'est adapté avec les listes dans le Drive qui pouvaient vous mettre, vous, une mise à jour régulière, puis ça vous permettait, vous, de nous donner vos alignements faciles. Pour le beach volley, Sportal One, il répondait moins à nos besoins. Fait que ce qu'on a fait cette année, on essaye le My Team Click qui est utilisé pour l'inscription à nos tournois, mais on continue d'utiliser Sportal One pour les affiliations parce que c'est la même plateforme, puis les affiliations, c'est toujours d'octobre à septembre. Pour la saison 2022, malheureusement, je ne peux pas, là, aujourd'hui, vous confirmer si la migration va avoir lieu, comme Martin en parlait. Sportal ID, c'est un produit qui a été créé pour Hockey Canada et ses fédés et ses clubs qui va répondre à nos besoins. Il reste à nous à faire la migration. S'il est pas... Excusez. S'il est prêt, ben, on va l'utiliser. Mais sinon, on va continuer d'utiliser Sportal One qu'on a utilisé cette année et on va améliorer les choses. Là, moi, une des choses comme vous aider à suivre quelle équipe est inscrite à quel tournoi, là, on va mettre ça encore plus convivial si on doit l'utiliser encore. Puis, on va choisir qu'est-ce qui est mieux pour vous, les clubs, pour la Fédé, vraiment qu'est-ce qui est le mieux, si tout dépendant quand le système va être prêt pour nous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, je te laisse continuer, Martin. Oui, merci. Puis s'il y a des questions qui vous viennent après, on pourra les prendre aussi là, à la fin. Écoutez, je voulais juste prendre un moment pour vous partager que cette année, nous étions à l'année 3 de 3 d'un protocole d'entente avec le RSEQ qui était pour la première fois mis en place par le ministère. Alors, c'est un chantier qui a duré des années. Vous savez que la problématique des conflits calendriers, ça ne date pas d'hier. Je suis arrivé chez Volleyball Québec en 2013. Puis je pense qu'à chaque AGA, on a parlé de ça, du conflit des calendriers dans le résumé là, des partenaires avec le RSEQ. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies, au grand désarroi des athlètes, parents, arbitres, entraîneurs. Il n'y a pas grand monde à qui ça sourit d'avoir des compétitions en même temps. On a parlé tantôt, je pense que c'est Daniel Dawson qui a amené le commentaire là, de compétiteurs, mais parfois le RSEQ se comportait justement en compétiteur pour placer des trucs, puis c'était un peu Far West, au plus fort la poche, comme on dit, on met des tournois là, puis advienne que pourra après coup. Je vous dis qu'on est à l'année 3 de 3 d'un protocole d'entente parce que ce protocole amenait la nouveauté d'avoir un comité d'harmonisation des calendriers qui devait se tenir chaque été en prévision de la prochaine saison pour que les calendriers soient acceptés par ce comité. Le comité inclut 3 personnes de Volleyball Québec, 3 personnes du RSEQ et 1 personne du ministère. Directement, c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. Mais c'est la première fois cette année qu'on a pu l'avoir parce que les 2 dernières années, évidemment, le calendrier n'a pas eu lieu, les saisons n'ont pas eu lieu tout simplement. Fait que ça n'a pas été prévu. Donc, on n'a pas vécu encore ça. Cette année, quand le ministère a annoncé qu'on pouvait reprendre les activités sportives autour de février, la rencontre n'avait pas eu lieu, puis les éléments ont été tous compactés, puis bref, on n'a pas suivi les règles de ça, puis bien que nous ayons fait des représentations au ministère, on nous a dit que tout arrive en même temps, on ne pourra pas y arriver là, mais on vous promet qu'on le met en place pour l'année prochaine.
Alors, c'est ce qui est arrivé. On a eu cette rencontre-là du comité d'harmonisation des calendriers. Puis, je suis très content de vous partager que les tournois du secteur secondaire, parce que je devrais faire la parenthèse pour ceux qui sont peut-être moins au courant, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour le collégial D1 et l'universitaire. Au niveau collégial et au niveau universitaire, ça s'est toujours bien placé, puis on arrive à placer les tournois. Cependant, l'enjeu était plutôt au niveau secondaire, où on a placé plus de facilement une centaine de tournois du côté du RSEQ dans 30 week-ends. Alors, s'il n'y a pas une façon systématique de les placer, c'est certain qu'on est capable de peindre, si on veut, un tableau avec aucune protection, disons, pour le découpage. Bien, on peut peindre un tableau complet sans avoir aucune place pour les tournois de Volleyball Québec. Alors là, on s'est entendu avec le RSEQ pour que les tournois du secteur secondaire, en D1 et en D3, ne cherchez pas le D2, là, il n'y en a pas, en D1 et en D3, ne pourront pas être tenus en même temps que les tournois provinciaux de Volleyball Québec. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Et Volleyball Québec, sachez qu'on a demandé aussi que ce soit le cas pour le D4, parce qu'il y a des régions qui offrent le D4 et il y a parfois un ou deux athlètes d'une équipe scolaire D4 qui vont aussi participer en civil pour lesquels il pourrait y avoir des conflits. Ceci dit, les gens du RSEQ avaient comme vision ou comme mentalité que les participants du D4, ce ne sont pas les mêmes clients, parce que le D4, c'est des compétitions, si on veut, ou un réseau qui est plutôt local. Alors, dans leur tête, des gens qui jouent dans un réseau local ou régional ne sont pas la même clientèle que ceux qui font des tournois provinciaux. Ceci dit, nous, puisqu'on le sait qu'il y en a, mais qu'on n'est pas capable de chiffrer c'est quoi le nombre ou l'impact ou le pourcentage de ça, ce sur quoi on s'est entendu, c'est OK, pour cette année, on va s'assurer qu'il n'y a pas de tournoi en même temps du D1 et D3 scolaires. Et pour le D4, on va documenter toute l'année les conflits qui existent. Alors là, on va vous solliciter pour que vous puissiez nous rapporter les conflits d'horaire s'il y a du D4 dans votre région et que ça entraîne des conflits. Par exemple, vous perdez un ou deux athlètes pour un tournoi civil et vous pouvez quand même sortir et vous inscrire au tournoi. Dites-nous-le pour qu'on puisse le documenter. Si jamais vous décidez que, en raison du conflit d'horaire de votre région avec le D4, vous n'inscrivez pas du tout une équipe pour un circuit X, bien, il faut aussi nous en parler pour qu'on puisse rapporter les données qu'on va partager non seulement avec le RSEQ, mais au ministère. Le RSEQ s'est engagé également à nous fournir, le RSEQ provincial va nous recenser et nous fournir les données sur les régions qui ont du D4, qui vont avoir mis des tournois en même temps que les tournois de Volleyball Québec cette année, parce qu'il y a quand même une recommandation qui a été émise de dire c'est une obligation, en fait, c'est exigé qu'il n'y ait pas de D1, D3 en même temps, mais on recommande fortement qu'il n'y ait pas de D4 non plus pour s'assurer que tout est harmonisé, autant pour les athlètes, les entraîneurs, les arbitres. Voilà, c'est une entente historique. Comme je vous dis, ça fait des décennies que tout ça dure et on en arrive à, pour la première fois cette année, avoir un calendrier qui sera harmonisé. Donc, les conflits de premier niveau, il n'y en aura pas ou peu pour ce qui est du D4. Sachez qu'il y a déjà des gens qui me communiquent. Entre autres, je suis en communication avec Daniel Leduc en Outaouais, qui aurait un conflit pour une date qui est en train de se pointer à l'horizon. Partagez-moi ces trucs-là parce que moi, je vais faire le suivi, puis je vais faire le suivi au ministère. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va prendre du temps à ce que tout soit partagé dans les 14 RSEQ régionaux et que les directives soient pas juste reçues, mais comprises et appliquées. Alors, s'il y a des accros, faites-moi part de ces trucs-là. Je vais les amener au RSEQ ou au ministère pour s'assurer qu'on va adresser ça avant coup. Alors, voilà ce que je voulais vous partager pour cette entente historique. On est bien content qu'à la prochaine AGA, on va pouvoir enfin vous dire que ce dossier-là est réglé. Oui, Stéphane. Question de même, parce que moi, j'ai emmené ce point-là parce que je suis sur le comité technique à RSEQ régional. Puis eux, la réponse que j'ai eue par certains membres, c'est que RSEQ provincial n'ont pas juridiction sur les horaires des régions régionales. Donc, comment RSEQ provincial va faire appliquer sa réglementation si les comités RSEQ régional s'en contrefoutent? Ouais. Ben, voici, parce que moi, on a fait le calendrier, là, puis il y a un tournoi qui est en conflit, puis je leur ai proposé
de faire des changements, puis dire, regardez, il y a un trou là, vous pourriez mettre ça là, puis ils n'ont pas voulu. Donc, c'est quand même pas si pire. J'ai réussi dans la région de Québec à avoir 3 tournois scolaires avant les fêtes, ce qui désengorge déjà en partant, parce qu'avant, c'était 2-4. Là, on est 3-3, c'est déjà moins pire. Mais il y a quand même un tournoi cadet qui tombe en même temps qu'un tournoi. C'est sûr, c'est du Benjamin civil, mais moi, je pense que le Benjamin civil et le cadet scolaire, ça rentre en conflit là, sur bien des points. Là. Mais ça, par exemple, dans le fond, il n'y aura pas de. Pendant du 14 ans et moins, ils n'ont pas le droit de mettre du Benjamin. Mais pendant un tournoi 14 ans, ils peuvent mettre du cadet. OK. Bon, si on doit faire ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un point qu'on leur a proposé au départ, que quand il y a un tournoi à la fin de semaine, qu'il y a du civil, qu'il n'y a rien, tu sais, exemple, un Benjamin pourrait être en même temps qu'un 17 ans et moins, là, mais. Exact. Mais par exemple, fait que c'est vraiment la catégorie. Fait que pour l'exemple, qu'est-ce qui est 15-16 et moins, c'est qu'il n'y a pas de cadet cette fin de semaine-là. OK. Donc, s'ils mettent un cadet en même temps qu'un Benjamin civil, c'est pas grave, même s'il y a des athlètes qui au niveau scolaire, jouent cadet, mais qu'au niveau civil, jouent Benjamin. Exactement, parce qu'ils sont dans une des catégories, ils sont en surclassement. Là, on ne peut pas gérer non plus tous les surclassements, malheureusement. Ce n'est pas un surclassement parce que c'est juste au niveau de l'âge. C'est que nous autres, à Volleyball Québec, c'est. Ils sont harmonisés, nos âges, Stéphane. OK. Oui. Ils sont harmonisés au 1er septembre, pas au 1er octobre. Oui, mais là, si tu choisis de mettre des joueurs en septembre avec une équipe plus jeune aussi, c'est un choix personnel. C'est le 1er septembre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le 1er septembre. C'est parce que Volleyball Canada a harmonisé avec tout le Canada. C'est en Ontario que le scolaire, c'est le 1er septembre. Mais vous, votre club, vous n'êtes pas obligé de faire jouer les joueurs qui sont en septembre dans une catégorie plus jeune en civil non plus. Là. Je comprends. C'est juste que, tu sais, mettons un jeune, si tu fais du développement, un jeune qui justement, il est né en septembre, puis que quand il joue avec les plus vieux, il joue moins souvent, mais l'année où il tombe le plus vieux, il tombe sur le terrain, il joue plus souvent, donc tu développes ton athlète mieux. Pour la première partie de ta question, Stéphane, c'est l'ancienne mentalité. C'est une culture dans les RSEQ régionaux qui est parfois installée. Puis là, on généralise, là, mais il y a des régions qui prennent la peine de bien travailler avec les calendriers, tout ça, ça a toujours fonctionné. Ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir vraiment une façon systématique pour éviter d'avoir ce job de bras-là à faire dans toutes les régions à chaque année, puis de ce tiraillement-là qui n'est pas nécessaire, puis qui finit toujours par tomber, 4-5 régions que finalement il y a des conflits. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que des tournois scolaires aient lieu, par exemple, je ne sais pas moi, sur la Côte-Nord, puis à Sherbrooke en même temps, le même week-end, ce n'est pas grave. Par contre, dès qu'il y a un tournoi scolaire à quelque part, que ce soit au Saguenay ou à Québec, c'est certain qu'il va être en conflit avec un tournoi de Volleyball Québec qui est provincial parce que ces régions-là enverraient des athlètes participer à ces compétitions-là. Exact. Alors, ça prend une façon systématique de mettre les tournois scolaires dans certains week-ends et sachez que au total, ça représentait environ 21 week-ends sur 30 qu'on était capable de mettre à la disposition du RSEQ pour placer tous leurs tournois. Alors, ce n'est pas comme si on se disait on prend de nous toute la portion ou la plus grosse pointe de terre, puis il ne reste plus rien pour les autres. Alors, on est vraiment bons joueurs là-dedans, mais maintenant, ça va nous permettre de tenir nos tournois qui ne seront pas en conflit. Puis ceci dit, pour les histoires de juridiction, ça aussi, c'est une culture à changer. L'idée du ministère, c'est que si le financement percole par le provincial jusqu'aux régions, à ce moment-là, le ministère peut mettre des conditions sur le financement. Alors, OK, parfait. C'est de cette façon-là, bien que ni le ministère ni le RSEQ provincial aient juridiction sur une entité indépendante ou sur un RSEQ régional, c'est comme ça qu'ils vont arriver à mettre en place les choses. Ceci dit, il va y avoir des petits cailloux ou des bumps là, sur la route parce que ça fait, comme je vous dis, des décennies que ça dure. Mais n'hésitez pas à nous partager les conflits de calendrier. On a maintenant les outils et les leviers en place pour les adresser. Oui, Martin. Parfait. Merci. J'ai changé d'écouteur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Écoute, je voulais juste avoir une petite précision là, dans le terme tenu en même temps.
Puis dans l'autre recommandation, c'est marqué le week-end, parce qu'il y en a des RSEQ qui ont pris l'habitude de dire on va faire nos tournois le dimanche, comme ça, ce n'est pas en même temps, ce n'est pas le samedi. Puis là, on se retrouvait à aller au Saguenay le samedi, puis il fallait revenir le soir pour jouer un tournoi Détroit le dimanche dans notre région. Fait que je voulais savoir si la notion de en même temps incluait le week-end ou si c'était vraiment la journée. Fait que ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, c'était le vrai concept d'urbanisation d'il y a 107 ans à peu près que c'est tenu, c'est que les calendriers ne soient pas en même temps du tout. Donc, qu'il y ait une fin à quelque part là, avant ou pas loin des fêtes, puis que l'autre calendrier débute après. Est-ce que ça fait partie encore de l'histoire ou on va les graver sur la pierre, puis ça va faire partie peut-être des prochaines années? Non. Merci, Martin, pour les mémoires. Si je prends le dernier point que tu as amené, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on y va un pas en avant à la fois. Donc, là, ce qu'on a réussi à régler, c'est les conflits de premier niveau pour pas que les tournois soient livrés en même temps. Maintenant, pour décaler complètement puis avoir, comme dans le reste du Canada, une saison, disons, scolaire avant les fêtes puis civile après les fêtes, on n'est pas rendu là. Il y a des enjeux aussi de est-ce que les écoles vont continuer de rendre disponibles les gymnases si jamais pour le volleyball, si jamais leur entité école/civile ne compétitionne plus, disons, à partir de décembre parce que leur équipe scolaire, c'est fini et tout ça. Il y a des enjeux à ce niveau-là aussi. Mais au-delà de tout ça, on y va une étape à la fois parce que ce que tu amènes, c'est adressé aussi dans les nouveaux protocoles, mais de façon plus subtile. C'est-à-dire que l'harmonisation des calendriers, c'est assez clair et c'est assez objectif. Il ne peut pas y avoir de tournoi en même temps. Sinon, ça ne peut pas être harmonisé. Cependant, il y a aussi le protocole prévoit aussi que c'est la fédération qui est responsable de développer puis diffuser et publier son modèle de développement des athlètes. Alors, là-dedans, on prévoit déjà dans le modèle actuel, qui est à renouveler pour chaque cycle de 4 ans, mais il est déjà prévu là-dedans qu'un athlète, il est sain que, dans le fond, il s'entraîne sur un cycle et qui compétitionne, parce qu'il y a un ratio d'entraînement-compétition à maintenir, et qui compétitionne aux 3 à 5 semaines. Maintenant, si on continue de chevaucher les 2 saisons, comme tu dis, Martin, on va continuer d'avoir ce qu'on appelle la saison des championnats. En mars, avril, on a une saison des championnats. On peut avoir parfois 5, 6, 7 tournois pour un même athlète sur 2 mois. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas sain et ça ne respecte pas les principes qu'il y a dans notre modèle de développement des athlètes. Ceci dit, le ministère est conscient de ça, soucieux de ça, et dans ce qui s'en vient dans les prochaines années, on va tenter d'adresser ça de façon secondaire, si on veut, mais quand même de le garder sur les tables de discussion pour amener à assainir, si on veut, je peux dire ça comme ça, le calendrier de compétition. Parce que malheureusement, si on adresse seulement le premier niveau, c'est déjà un départ, mais ça demande encore le bon jugement des intervenants, des entraîneurs qui sont en place pour pouvoir donner les congés que les jeunes athlètes ont besoin quand ils en ont. Puis malheureusement, avec les pressions de gagner, vient souvent, dans le fond, la pression aussi de jouer certains athlètes qu'on aurait dû reposer tel week-end ou tel match ou tel demi-tournoi. Alors, c'est aux administrateurs du système sportif d'y voir, puis c'est la responsabilité, puis le mandat même que le ministère demande à la fédération. Ceci dit, on n'a pas encore le total backing qu'il nous faut pour mettre ça en place. Mais il y a l'ouverture puis il y a l'intention de le faire, fait qu'on va continuer de travailler. Fait que disons, appelons ça pour l'instant un pas à la fois, mais tu as raison, Martin, que c'est quelque chose qu'on veut adresser aussi. Puis comment ça va s'articuler dans l'avenir? Est-ce qu'il y aura, disons, des championnats plus tôt, exemple en février, par exemple, pour le scolaire, afin de libérer, si on veut, la saison des championnats qui est en mars-avril, peut-être. C'est des choses qu'on a proposées dans le passé qui avaient été, disons, écartées pour l'instant, puisqu'on n'avait pas de protocole en place qui impliquait le ministère. Maintenant que le ministère est dans la partie, il suffit que nos représentations avec les collègues qui ont leur discipline au scolaire puissent continuer de porter leurs fruits pour qu'on puisse arriver à avoir le support nécessaire là, pour mettre ça en place. Fait que voilà, merci Martin pour la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, que ce soit pour Caroline ou pour moi? En fait, je voulais juste m'assurer pour les tournois en même temps, là, c'est le week-end au complet qui est ciblé, c'est ça? Pour éviter qu'il y ait des tournois en même temps. Là, donc, c'est tout le week-end. S'il y a une fin de semaine de 14 ans, il ne peut pas avoir de Benjamin dans le samedi et le dimanche, c'est ça? Ben, si je ne me trompe pas, Caroline, corrige-moi si je me trompe, là, mais il me semble de mémoire, c'était vraiment le week-end qui était identifié là, dans le calendrier pour que ces dates-là soient protégées, qu'il n'y ait pas de tournoi du RSEQ en même temps. En libérant toutes les autres, là, c'était ça qui s'engageait. En mettant juste le D1, D3, là, il disait que c'était possible. Oui, exact. Encore une fois, si vous entendez autrement dans vos régions, que ce soit parce que vous avez parlé avec les gens du comité ou parce que vous êtes sur les comités du RSEQ dans vos régions, pas de panique si jamais vous entendez des versions différentes. Il va falloir que les gens arrivent au même diapason puis qu'ils comprennent que sur le comité d'harmonisation des calendriers, qui est maintenant le canal officiel approuvé par le ministère, que ce comité-là a le pouvoir d'entériner les calendriers chaque année et que ce que Volleyball Québec a proposé, c'est que c'est impossible qu'on s'assoie ensemble pendant 2 heures puis qu'on fabrique de toutes pièces, de A à Z, le calendrier scolaire et civil pour l'année qui vient. C'est juste impossible. Il faut avoir une façon systématique de le placer. C'est la seule façon de s'en sortir. Puis ça a été accepté par la proposition acceptée par le comité d'harmonisation des calendriers. Juste, Martin, est-ce que c'est possible que vous nous fassiez parvenir cette entente-là pour qu'on puisse comme ceux qui sont sur le comité, comme des gens comme moi qui font le civil et le scolaire, qu'on puisse s'appuyer pour ça? Puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut, comme nous, dans la région de Québec, le calendrier scolaire, il est sorti, on l'a fait tout. Est-ce que je peux vous envoyer les conflits d'horaire? Parce que là, moi, je ne pensais pas que c'était la fin de semaine au complet, parce qu'il y a des tournois 18 ans qui ont mis en même temps que les tournois 18 ans, puis ils font jouer le dimanche au lieu du samedi parce que le volleyball au Québec est le samedi. Oui, faites-nous suivre, soit à Caroline ou à moi, toutes ces. Puis nous, on va les colliger l'information, puis on va l'amener au ministère, puis on va regarder à la pièce tout ce qui accroche, pourquoi ça accroche, est-ce que l'information s'est rendue et tout ça. Il va falloir faire ces suivis-là à la pièce. Pour ce qui est de partager les ententes, par respect pour le RSEQ, dans ce qui est du réseau du RSEQ, on va les laisser partager cette information-là comme ils le font habituellement. D'ailleurs, on a aussi des respects d'entente. Le protocole prévoit qu'il y a un canal de communication, si on veut, par le RSEQ provincial, puis c'est eux qui diffusent l'information. Volleyball Québec ne pourrait pas, disons, commencer à faire de la diffusion aux 14 instances régionales des RSEQ. Ce n'est pas prévu comme ça. Mais par contre, pour nous, d'amener l'info au provincial, au RSEQ provincial et au ministère, ça, on a une communication constante. Envoyez-nous les conflits, puis on va les adresser un à un, comme j'ai déjà commencé à faire d'ailleurs, comme je vous dis, dans le cas de l'Outaouais, qui ont déjà soulevé qu'ils pouvaient avoir un conflit qu'ils voyaient poindre. Puis les gens du RSEQ nous ont dit, parfois, puis c'est les collègues qui nous disaient, les collègues représentants qui étaient là, qui nous disaient, parfois, il y a des collègues qui vont dire, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, on ne peut pas, il y a du mini-futsal, il y a du mini-basket, il y a du ci, il y a du ça, ça prend les plateaux pour telle autre affaire. OK, on veut bien, là, mais il y a quand même beaucoup plus de week-ends qu'on rend disponibles pour le RSEQ versus ce que nous, on conserve. Alors, c'est possible. Il y a des grandes régions qui le faisaient déjà avant même qu'il y ait un protocole forcé en place par le ministère qui respectait les calendriers de Volleyball Québec, puis ça fonctionnait. Alors, s'il y a des grandes régions qui ont des bassins énormes de joueurs et d'équipes qui y arrivent, les autres régions devraient pouvoir le faire aussi. Autre question ou commentaire? Qu'est-ce qu'on avait pour la suite? Je vais juste aller voir. Ah, voilà, on était aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou commentaires? On a dépassé le temps qu'on vous avait promis. Les discussions sont intéressantes, mais ça nous fait plaisir de prendre quelques autres questions si vous en avez. Stéphane, oui? Moi, c'est juste une dernière. Ce n'est pas une question. Moi, j'aimerais ça. Je ne sais pas si on n'en parle pas ce soir, mais juste soulever la question. Au niveau des protocoles, quand on reçoit un tournoi de volleyball versus Québec, cette année, c'est arrivé à quelques reprises là, que j'ai reçu 2 événements en même temps, puis ils ont été jumelés ensemble. Je comprends
que c'est les mêmes gymnases, mais il faut comprendre que pour l'organisme, c'est une double charge. Je ne demande pas à être payé en double, mais j'aimerais ça qu'on voit peut-être la possibilité qu'un organisme, vu qu'il manque de place ou qu'il manque de plateau, qui reçoit 2 événements, bien qu'au lieu de payer, mettons exemple, je te donne un exemple, je reçois 4 terrains en 16 ans masculin, en 18 ans masculin, puis je reçois 4 terrains en féminin 18 ans. Bien, ça m'oblige à faire des changements de plateau, ça m'oblige à faire des changements de hauteur ou des choses de même. Je ne demande pas que les plateaux soient payés 2 fois, mais mettons 1,5 fois. Donc, Volleyball Québec sauve quand même de l'argent, il sauve 2 terrains. Puis, je ne demande pas d'avoir 8 ballons, je demande juste d'avoir 4 ballons pareils. Mais au niveau du frais, ben, d'être payé 6 terrains au lieu de 8, au lieu de 4 là, actuellement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. J'ai reçu, mettons, cette année, j'ai reçu un championnat provincial. Puis j'ai eu 4 terrains masculins jusqu'à moitié de la journée. Puis après ça, j'ai eu 4 terrains féminins pour la fin de la journée. Je comprends que c'est les 4 mêmes terrains, mais pour Volleyball Québec, c'est quand même 2 événements. Et moi, je ne demande pas que les 2 événements soient payés au complet, mais de dire, bien, à cause de l'ouvrage que ça donne, de dépassement d'heures un petit peu parce qu'on a fini plus tard à cause de ça, c'est des coûts supplémentaires. Pourquoi qu'on ne serait pas payé, la deuxième partie ne soit pas payée à 50 de la valeur de ce cas-là? C'est juste ça. Ouais. Je ne veux pas en faire une discussion ce soir. Je fais juste soulever un point. Puis, on en reparlera parce qu'il est tard, ces affaires-là. Je ne veux pas en faire une discussion. Je veux juste emmener une supposition, une idée, que ça mijote dans vos têtes. Puis après ça, on en reparlera plus tard. Je lance l'idée comme ça, puis c'est tout. Merci, Stéphane. Mais on peut Caroline, tu peux quand même prendre 2 minutes pour adresser la question, y répondre. Puis j'ajouterai à la fin, Caroline, si tu veux bien. C'est juste que c'est des situations, je pense, au cas par cas. Là. Mais dans cette situation-là, c'est sûr que on a fait 2 blocs au lieu de faire 2 journées, 2 terrains, une catégorie, 2 terrains l'autre. On a fait 2 blocs. En tout cas, c'est une gestion de comment l'horaire était fait, mais c'était les terrains ils étaient utilisés par le même nombre d'équipes que prévu. Là. Mais en tout cas, on en reparlera, Stéphane, de ce cas-là particulier. C'est bon. Exact, Stéphane. Et juste mentionner que dans tous les cas, les protocoles sont mis en place avant coup. Là. Alors, on spécifie là-dedans de quelle heure le matin jusqu'à quelle heure le soir on a besoin des plateaux et c'est spécifié ce que l'on paye là-dedans. Là. Il faut s'entendre avant coup, comme ça, il n'y a pas de surprise. Oui, mais je comprends ça, Martin, mais il y a aussi des coûts. Je comprends tout ça, puis j'ai pas de problème avec ça, mais il y a les coûts aussi. Il y a des clubs qui ont des coûts gratuits. Il y a des, comme moi, cette année, là, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'il y ait des tournois de volleyball. Puis naturellement, à un moment donné, le club, on a des ententes, nous, avec le Cégep Limoilou, avec l'Université Laval. On est chanceux parce que c'est des partenaires avec le club SR. Sauf qu'avec le nombre de tournois que j'ai reçus, j'ai dépassé les ententes. Et là, les frais sont plus élevés parce qu'à un moment donné, eux autres aussi, il faut qu'ils fassent de l'argent. Tu comprends? Il y a tout ça qu'il faut voir là-dedans. Dire, est-ce que les coûts qu'ils donnent suffisent à un club? Moi, je pense qu'il n'en manque pas grand-chose, mais c'est de l'organisation, c'est de la planification, puis c'est juste ça. Le reste, pour le reste, c'est super génial, là, mais c'est essayer de voir les possibilités. Si dans le fond, je lance une idée comme ça pour essayer d'améliorer nos événements à Volleyball Québec, pour que ça soit plus agréable pour tous. Pour qu'il y ait plus de monde qui ait le goût de recevoir des tournois et que ça soit plus intéressant pour tous. OK, merci. Je vois dans le coin, je ne vais pas plutôt te suivre ce qu'il y avait dans le chat, mais je vois du coin de l'œil que je pense que c'est Martin qui écrit que si ça existe encore, les gratuités, j'imagine qu'il fait référence aux gratuités dans les hôtels Comfort Inn. Écoutez, la commande, non, c'est pas ce que tu veux dire? C'est les gymnases, je pense, qui parlent, que les clubs sont capables d'avoir des gymnases gratuits. OK. Ouais, c'était un petit sarcasme, désolé. OK, donc je vais moins me fier au chat. Alors, il y avait 2 autres mains levées, il y avait Marc et Léandre. Marc, tu es sur muet.
Ma question, c'est peut-être générale. Moi, cette année au championnat canadien, toujours au championnat canadien, Safe Sports, ça vous dit quelque chose, peut-être? On a imposé à tous les membres arbitres, puis je pense à tous les entraîneurs de suivre la formation Sécurité dans le sport en français, je pense. Et je voulais savoir si Volleyball Québec allait appliquer la même politique, c'est-à-dire obligation pour les entraîneurs comme pour les arbitres de suivre cette formation de 90 minutes en ligne. C'était ma question. Caroline, est-ce que tu peux prendre la question? Je vais prendre la question. Dans le fond, on ne l'a pas rendu encore obligatoire parce qu'il y a une formation qui s'en vient du ministère provincial du Québec. On est une société distincte, ça a l'air, fait que nous, ça nous prend notre formation distincte. Fait que là, moi, je me sens mal de demander à tous les clubs de faire cette formation-là pour que dire, ben là, on ne sait pas encore, là, on va peut-être être disponible à l'automne, là, mais de demander aux clubs qui aillent tout faire Safe Sport, puis après leur dire, ben là, finalement, c'est plus celle-là, c'est plus sécurité dans le sport, c'est plus celle-là qui est bonne, c'est celle du gouvernement provincial. Fait que là, on est fait que là-dessus, on est comme en stand-by. Moi, personnellement, j'en recommande quand même, c'est une formation gratuite, ça donne des points de perfectionnement, mais on va vous avertir parce qu'il va y avoir une formation obligatoire de ce genre très bientôt. Oui. Le suivi de ça s'est fait attendre. Ce que Caroline expliquait au départ, c'est l'éducation et la santé, parce que ça se mélange un peu, c'est une juridiction provinciale. Puis le gouvernement du Québec, pour votre référence, a émis au fédéral, à Sport Canada, et nous a demandé de le partager aux associations nationales, que le gouvernement du Québec, littéralement, n'embarquait pas dans le Safe Sport canadien, puisque nous avons nos propres règles. Nous avons maintenant la politique d'intégrité au Québec et la formation aussi sera produite et rendue disponible gratuitement au Québec. Et c'est celle-là que le ministère voudra qu'on suive. Malheureusement, cette formation-là se fait encore attendre. Alors, d'ici là, l'autre qui est disponible au niveau canadien, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais on n'a pas eu de directive de la rendre obligatoire parce qu'on nous dit que celle du ministère s'en vient. Voilà. Merci pour le point. Léandre, tu avais une question, un commentaire. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Je veux revenir sur l'affiliation à 10 $. Là, on a parlé, tantôt, Martin, tu disais, bon, Caroline va parler un peu logistique, on va vous soutenir là-dedans pour que ça aille bien. Moi, je pense à mes 500-600 membres qu'il va falloir que j'envoie s'inscrire, s'affilier eux-mêmes. Est-ce que le concept, là, comme avant de la session d'activité, de dire que j'envoie la liste de mes participants, dire voici tous mes participants, j'aimerais ça qu'ils soient affiliés, puis de le payer par moi-même, est-ce que c'est possible ça ou ça va vraiment falloir que ce soit l'ensemble des participants qui participent à des sessions d'activité récurrentes, qui aillent s'affilier par eux-mêmes, que je fasse des validations pendant des mois, à savoir si oui, ils sont allés ou non, ils ne sont pas allés. Moi, c'est ce bout-là que je voulais voir, puis à quel point vous allez nous soutenir, parce que j'essaie juste de penser aux affiliations, par exemple, avec My Team Click cet été, puis déjà, on voit qu'il y a une problématique. Si vraiment je dois demander, on doit demander pour faire un suivi quotidien là-dessus, ça va vraiment être un chaos. Là. Je ne pense pas que c'est réaliste de penser comme ça. Oui. Caroline, je vais te laisser prendre la question après coup, mais pour l'instant, ce que je voulais mentionner d'entrée de jeu, Léandre, c'est l'accompagnement est disponible déjà. Tu sais, d'ailleurs, on s'est parlé là-dessus pour, par exemple, ce que tu pouvais faire avec tes exemples de groupes d'entraînement. Quand tu en as, par exemple, un groupe d'entraînement de 8, on avait regardé combien ça coûte pour faire la première tranche, qui parfois est trop élevée pour ce que tu as pour les gens de membres d'un jour. Puis on a regardé, bien, après tout, sur ton groupe de 8, si tu as 5 athlètes qui sont déjà membres réguliers de Volleyball Québec parce qu'ils ont joué civil, puis il t'en manque juste 3, par exemple, qui ne sont pas membres, bien, demande-leur de s'affilier, par exemple, comme joueur de plage pour des jeunes de 14 ans ou whatever, tu sais, comme membre individuel. Maintenant, tu as un groupe, soudainement, qui sont tous affiliés, puis comme on disait tantôt dans la présentation, tu n'as pas besoin d'avoir
formulaire de reconnaissance ou de sanction d'événement de rempli parce que ça devient des activités régulières de ton club avec des membres. Ceci dit, un autre point avant que Caroline embarque sur la suite, il faut reconnaître dans le grand ordre des choses que la culture est différente. On en a parlé tantôt, c'est sûr que c'est un changement, c'est sûr que c'est inconfortable de changer des choses parfois, mais il faut aussi regarder que, par exemple, si on regarde au niveau canadien, on a, grosso modo, Volleyball Canada a 60 000 membres au Canada, année après année. Puis, si on met ensemble les 2 territoires puis l'île du Prince-Édouard, en une province, ça fait 10. Si on divise ça par 10, grosso modo, en moyenne, on dirait 6 000 membres par province. Volleyball Québec, au Québec, en fait, on est une des 4 provinces les plus populeuses. Ça devrait être au-delà de 6 000. On est à 4 000 présentement, 4 000, 4 300, et c'est comme ça qu'on est depuis des décennies, parce qu'il y a une culture au Québec, il y a plein de membres qu'on ne rapporte pas à la fédération. Donc, on ne le rapporte pas à Volleyball Canada non plus. Et ça commence à être gênant, si on veut, dans les rapports puis dans les relations qu'on a avec Volleyball Canada et dans les chiffres que l'on rapporte pour caractériser notre discipline au Québec, qu'on rapporte à notre ministère. Je suis conscient de tout ça, Martin, puis ça, tu me l'as bien expliqué, puis ça a été bien expliqué dans la présentation. Moi, ma question parle beaucoup plus de logistique dans la prise des affiliations. Là où j'attendais des clarifications peut-être de Caroline dans cette nouvelle approche-là du 10 $ que même nos gens de ligue, nos adultes dans les ligues, nos groupes de mini-volées, est-ce que les athlètes vont devoir aller s'affilier individuellement ou je pourrais affilier le groupe? Et là, c'est là que je pense qu'il y a un gros problème dans notre logistique. Si vraiment mes 100 membres mes 100 participants doivent aller s'affilier individuellement, j'ai des jeunes qui ne savent même pas que Volleyball Québec existe. Il y a une éducation à faire, je suis d'accord, mais là où j'ai des jeunes de 8-9 ans que je dois envoyer sur le site de la Fédé faire ça, ça va être de l'accompagnement pour les 600 personnes. Et là, vous venez de me donner une tâche administrative qui est impossible à gérer. Et moi, je vous garantis que ça ne pourra pas être fait. Pour bien des clubs, à mon avis, au Québec, dont le nôtre, on ne pourra pas gérer l'ensemble de ces affiliations-là individuelles. Avant que je prête la réponse à Caroline pour le technique, si elle veut ajouter quelque chose, puis j'ai d'autres mains aussi, là, je pense que Mathieu veut enchérir là-dessus. Ce n'est plus possible, Léandre, en 2022, de consentir pour quelqu'un d'autre. Alors, toi, tu ne peux pas affilier en batch 500 personnes puis consentir pour eux. On ne peut plus faire ça. T'sais. Alors, les membres doivent consentir aux règles politiques pour que tout le monde soit protégé. Alors, il va falloir trouver un moyen de le mettre en place. Sportal va aider. Caroline en a parlé un peu tantôt. Puis, on est en arrière versus d'autres disciplines qui le font déjà au Québec et au Canada. T'sais. Alors, Caroline, tu avais-tu quelque chose au niveau technique ou mécanique? Puis peut-être juste avant que tu parles, pendant que j'ai la parole, juste de dire que, tu sais, Léandre, entre autres, pour certains trucs, cette année, je vais donner un exemple, puis ça me vient en tête parce que c'est toi qui demandes la question, mais tu sais que tu as travaillé avec Ginette, entre autres, pour soumettre des trucs dans un tableau pour que tu n'aies pas à faire le nombre X de formulaires et on avait l'info qu'on avait besoin puis on est allé de l'avant comme ça. T'sais. Alors, n'hésitez pas si vous avez des choses répétitives ou un nombre X de trucs à faire et parlez à Ginette, écrivez-lui, parlez aux gens concernés pour qu'on arrive à essayer de voir c'est quoi la meilleure solution. Puis, quand il y a quelque chose qui s'applique ou qu'on trouve une meilleure méthode, on va l'offrir aux autres, évidemment, là, qui vont pouvoir en bénéficier aussi, les suivants qui appellent. Cette méthode-là, Martin, déjà, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Je présentais l'ensemble des groupes, je les faisais tout reconnaître, les 25 groupes d'une shot, tout était fait. Et après ça, j'envoie ma liste de participants, puis j'ai une affiliation saisonnière qui est faite pour ces participants. Là, ce que je comprends, c'est que maintenant, les participants vont devoir aller le faire eux-mêmes. Et c'est là, moi, je pense qu'il y a toute la différence. Le 10$, ça peut peut-être écœurer certaines personnes, je comprends. Si j'ai 600 membres, ben, ça va me coûter 6 000, puis ça fait chier un peu. Peut-être que des assurances sont meilleures. Mais là où j'ai de la misère, c'est vraiment de faire le suivi individuel pour chacun de ces joueurs-là. Mais Caro, je vais t'écouter voir si tu avais des pistes de solutions. Là. Non, mais je t'amènerai pas une piste précise là, parce que je ne sais pas la confirmation du système qu'on va utiliser. Mais tu sais, comme le nouveau système, c'est un système comme on voulait il y a plusieurs années dans GoLine, mais qui va fonctionner que
le club va avoir son portail qui va être linké avec la fédération provinciale, qui va être lié avec la fédération nationale. Puis ça, là-dessus, vous allez pouvoir, au jour le jour, gérer ça. Mais je peux pas te répondre en détail en ce moment. Mais dès qu'on va avoir l'info, on va vous la donner. Puis on va s'arranger pour que ça soit le plus simple possible. Mais ça, c'est pas une option que chaque personne aille s'affilier, puis devienne membre, puis approuve les politiques. Puis, tu sais, quand tu dis qu'ils ne connaissent pas la Fédé, bien là, ils vont la connaître, puis ils vont la connaître pour tout le reste de leur suivi de volleyball. Fait que, tu sais, c'est ça aussi peut-être un problème. Le monde, ils font du mini pendant 5-6 ans, 4 ans, puis ils arrivent, puis ils ne connaissent pas la Fédé. Bien, ça, c'est une manière qu'ils la connaissent dès qu'ils commencent à jouer au volley. Et là, avec Mathieu, qui avait la main levée depuis un moment, puis on va enchaîner après, là, possiblement avec les autres mains que je vois. On va y aller dans l'ordre. Vas-y, Mathieu. Oui, bon, moi, j'ai juste un petit commentaire au niveau technique là, pour. Je ne peux pas l'assurer, là, mais rassurer Léandre et les autres. Je vous donne un exemple parce que c'est avec la même compagnie Sportall. Même si Caroline, même si on ne sait pas encore quel est le système, je peux vous partager mon expérience, moi qui est papa de 3 petits garçons. Cet automne, on les a inscrits les 3 en patinage de vitesse avec le club de patinage de ma région. Faisait affaire avec Sportall. Parfait. L'inscription se fait par Internet. Donc, on a accès à leur site. J'ai-tu besoin de patins? À quelle heure? Tout ça. OK. Soumettre. Oh, avant de payer l'inscription au club, j'ai une étape affiliation. Ceci n'est pas associé, ceci n'est pas le coût au club, c'est le coût donné en membership. Et là, je payais mon 10 $, je ne sais plus le montant. Parfait. Et je revenais à l'inscription du club et je payais le club. Donc, c'était distinct. Le parent, je savais que le montant que le club me disait que ça me coûtait, je dis 150 $. Parfait. Mais au moment de payer, je devais payer 10 $ de plus. Je savais que ce n'était pas 160 $. C'était séparé. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. Je serais bien confiant que oui, parce que c'est la même compagnie. Donc, je pense, dans ces termes-là, ce n'est pas une étape de plus du jeune, c'est dans l'inscription au club comme tel. C'est la même étape pour lui, c'est le même moment. Ça lui permet d'avoir un lien avec la Fédé. Puis la Fédé, moi, de patinage de vitesse, m'envoyait des courriels par la suite. J'étais membre, mes garçons étaient membres. Est-ce que ça risque d'être quelque chose comme ça? Moi, j'ai bien confiance que oui. Puis il me semble que ça ne serait pas si compliqué que ça, gérer ça de cette façon-là. Donc, on va se croiser les doigts que ce soit un système comme ça. Je n'ai pas plus de détails. Le système de Sportall vers lequel on veut migrer est un système hiérarchique conçu pour une fédé nationale, une fédé provinciale, puis les clubs. Donc, c'est déjà conçu d'avance pour ça, ce que Sportall One ne faisait pas. Donc, Sportall ID, vers le produit vers lequel on va aller, a une structure déjà planifiée comme ça. On avait aussi M. Boivin, Jean-Philippe Boivin, qui voulait faire un commentaire. Oui, merci beaucoup. Je veux juste revenir sur la formation de sécurité dans le sport. Moi, je viens d'avoir des informations sur les Jeux du Québec envoyées par André Rochette. Et dans ces documents d'information-là, on dit qu'il faut avoir complété la formation gratuite de sécurité dans le sport. Et quand je clique sur le lien, ça m'amène sur la formation canadienne. Est-ce que je comprends que c'est une mauvaise information ou non? Je ne peux pas vous répondre. André il est là, mais ça se peut que le Sport Québec et les Jeux du Québec demandent cette formation-là. André, okay. Es-tu encore là? Je crois qu'André a quitté tantôt. Il m'a dit dans le chat, mais il ne faut pas comprendre que cette formation-là n'est pas valide. Puis il faut comprendre que pour les Jeux du Québec cet été, il y a des organismes comme Sport Québec qui doivent mettre en place des minimums requis, puis eux aussi sont encore en attente de la formation que le ministère est en train de préparer. Alors, en attendant, faute de la disponibilité de l'autre, il faut bien qu'ils se retournent vers quelque chose. La formation canadienne à laquelle tu fais référence est disponible en français, elle est gratuite, alors ils ont utilisé celle-là. Okay. Puis est-ce que ça va dédoubler? Donc, quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il va faire la version québécoise par la suite? Est-ce que je comprends bien? Bien, en fait, c'est déjà des discussions qu'on a eues avec le ministère. Plus que ça leur prend du temps à livrer et moins qu'ils vont pouvoir ne pas reconnaître l'autre qui a été en place pendant un certain temps.
Alors, vu qu'il n'y a pas ces confirmations-là, nous, on n'a pas encore obligé. C'est comme Caroline disait tantôt. Cependant, on continue de demander, moi et mes collègues, que la suite arrive, qu'on ait la formation pour qu'on puisse rendre celle-là obligatoire. Mais je vois mal comment ils vont pouvoir ne pas reconnaître ceux qui ont fait l'ensemble. D'accord. J'ai une deuxième question rapide. Dans le cas de sélection espoir où les résultats sont critiqués fortement par des parents, par exemple, est-ce que Volleyball Québec peut nous assister dans des situations comme ça? Je ne sais pas si Marc est encore sur l'appel. Juste, Marc, te manifester si tu veux prendre la réponse. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que tous les résultats espoirs sont revus par la Fédération, par Volleyball Québec. Et donc, si vous avez une problématique quelconque, je vais laisser Marc répondre, mais vous pouvez en parler à Marc, ça c'est certain. D'accord. Ouais, bonsoir, Marc Roussier. Oui. Dans le fond, comme Martin vient de le dire, les résultats sont envoyés à Volleyball Québec. Ils sont revus par les coordonnateurs et le conseiller technique, en l'occurrence moi, ce coup-là. Et puis, une fois qu'on a entériné, qu'on a approuvé les résultats qui ont été envoyés, normalement, oui, on peut aider les comités qui ont fait les sélections. Puis, quand il y a des choix plus difficiles, il y a un argumentaire en arrière qui est vérifié par nous. Fait que, normalement, oui, on peut aider et appuyer les gens qui ont fait la sélection. D'accord, mais je comprends, là, il y a des arguments qu'on peut fournir, on peut justifier que Volleyball Québec les a regardés, mais est-ce que ça peut aller plus loin que ça? Est-ce que vous pourriez, par exemple, contacter les parents ou ça ne va pas jusque-là? Dans le fond, mon expérience est assez courte. Je dirais, je pense que là, c'est du cas par cas, dans le sens que ça dépend c'est quoi le conflit, ça dépend qu'est-ce qui est en cause. Et puis, là, oui, ça pourrait aller à avoir une discussion avec les parents concernés et les responsables de la sélection concernée aussi. Jean-Philippe, ce que je peux ajouter, c'est que c'est pas seulement, tu sais, tantôt on disait, j'ai mentionné, puis Marc le répète, que les données sont revisitées, sont validées par Volleyball Québec, mais c'est pas seulement le fait que Volleyball Québec les regarde, c'est que Volleyball Québec s'assure que son mandataire, dans le cas des sélections espoirs, a suivi les procédures qui sont prescrites par Volleyball Québec. Parfois, si un parent l'entendait de quelqu'un de Volleyball Québec, ça pourrait aider pour dire que, écoutez, on a un club qui est mandataire, il a fait les sélections comme il est supposé de les faire, on a validé le processus, les données sont plausibles, puis dans le fond, on pourrait être là pour supporter les décisions du comité, pour autant qu'ils ont suivi ce que Volleyball Québec demande de faire. Alors, entre en contact avec Marc, puis qu'est-ce qui pourrait être peut-être fait, c'est si tu as un petit groupe de parents, peut-être que Marc pourra les rencontrer ensemble parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas faire du cas par cas pour tous les parents des 900 jeunes qui se présentent dans les sélections espoirs. C'est juste que moi, ça fait quelques années que je suis au club, puis c'est depuis 1 an ou 2, on a beaucoup de réactions, je dirais même violentes à gérer. Alors, je retiens la suggestion. Avec plaisir. Il y a peut-être un cas par cas qu'on peut faire, mais parce que tu soulèves le point, on réfléchira aussi là, pour les prochaines sélections de partager, encore une fois, peut-être de la sensibilisation, de l'éducation aux parents. Jadis, vous savez que c'est nouveau, là, ça fait 1 an ou 2 qu'on commence à se construire une base de données de parents. Alors ça, c'est complètement nouveau. Là. Avant, on ne pouvait qu'avoir accès aux responsables de club et aux membres qui sont membres chez nous. Le reste, on n'avait pas accès aux parents directement. Maintenant, l'affiliation individuelle va permettre d'avoir un lien, de créer un lien entre la fédération et le parent, puis aussi parfois de faire l'éducation. Léandre, je ne sais pas si tu as une vieille main que tu avais encore levée ou tu avais une autre question. C'était un peu en lien avec tantôt. Là, en fait, je voulais juste savoir, ultimement, Sportal ID deviendrait une plateforme d'inscription pour nos jeunes?
Donc, il prendrait un jeune veut s'inscrire dans un groupe d'entraînement récréatif ou une ligue, un adulte voudrait s'inscrire dans une ligue adulte récréative. Il irait directement sur Sportle. Donc, on aurait un lien, par exemple, sur notre site web à nous. Les gens pourraient aller cliquer là-dessus, s'inscrire sur Sportle, puis ils font leur affiliation là, puis on est en mesure de générer des listes, puis générer tout ça. Parce que c'est nos plateformes, en tout cas, moi, ma plateforme d'inscription en ligne, c'est des contrats de 3 ans. Là, c'est quand même particulièrement important de savoir est-ce que je vais devoir migrer au printemps sur une nouvelle plateforme, puis que ça ne se fasse pas du jour au lendemain, là, qu'on l'apprenne. Je comprends que vous attendez après la migration, mais ça sera quoi l'impact de notre côté? Il n'y aura pas... oui, il va y avoir possibilité quand on va migrer que vous ayez votre portail dans Sportle puis que vous l'utilisez, mais on ne vous obligera pas à l'utiliser comme club. Mais, tu sais, comme les affiliations, c'est sûr qu'ils vont se faire là. Mais après ça, ça va être un outil que vous allez pouvoir vous utiliser pour vous aider, puis ça pourrait être une inscription à une place si vous le désirez. Mais on ne vous obligera pas, le club, à utiliser le portail pour vos inscriptions individuelles de vos activités. Sauf que ça vous permettrait de tout mettre, que tout soit à la même place, puis plus simple pour tout le monde. Quand ils vont s'inscrire à une activité, ben, ils payent l'affiliation en même temps, puis c'est réglé, là. Mais ça ne sera pas, mais en ce moment, je ne peux pas dire si ça va être en octobre, là. Non, je comprends que ce n'était pas possible de s'avancer là-dessus, mais c'était plus pour le concept là, de savoir si on pouvait tout gérer sur cette application-là. Oui. Donc, ça répond à ma question. Merci, bonne soirée tout le monde. Merci, Léandre. Puisque les gens commencent à quitter, on va déjà annoncer qu'on va prendre la question de Martin et de Bobby qui ont les mains levées depuis tantôt. Puis on va conclure comme ça là, pour la soirée. Puis évidemment, les employés de Volleyball Québec vont être encore au travail dès demain. Alors, vous pourrez poursuivre avec vos questions et commentaires. Vas-y, Martin. En fait, c'était un peu dans le même sens là, que Léandre, c'est-à-dire qu'à cette heure, avec les applications qu'on a, ça fait tout. Là. Ça fait les finances, ça fait de tout, ce qui fait que à quel point Sportle va être malléable. J'ai vu dans le chat là, que Marie-Christine se posait un peu la question aussi. À quel point que Sportle est malléable de pouvoir ajouter des volets qui vont nous amener vers une plateforme financière aussi, là, parce qu'on s'entend qu'on peut avoir facilement là, 3, 4, 5 applications ou plateformes qui fait qu'on gère différents dossiers, mais si on en a une, si on réussit à en trouver une qui satisfait à tout ce qu'on peut faire, il faut que celle-là puisse faire tout. Là. Fait que, nous, c'est linké avec les impôts, avec tout. Fait que, à un moment donné, faire une plateforme d'inscription juste pour passer par une action d'inscrire un jeune pour payer une affiliation, il faudrait qu'elle soit flexible là, pour qu'on puisse ajouter des volets ou des liens qui vont nous amener plus directement puis plus convivialement comme navigation par le parent ou par le jeune. Martin, ce que je peux répondre à ça, c'est que c'est l'intention. Puis il faut, nous, comme fédération, aller vers une compagnie qui offre une plateforme. On n'est pas allé avec celle de Volleyball Canada, mais c'est une plateforme équivalente là, en hiérarchie pour une structure comme de fédération nationale, provinciale, puis les clubs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on doit se soucier du niveau de membership requis pour quelle activité, puis de partager l'affiliation avec Volleyball Canada. Mighty Click ne fait pas ça, par exemple. Il y a des entreprises ou des plateformes qui existent pour gérer certains trucs, mais ils ne font pas ça de hiérarchie de plus haut niveau puis de partage des paiements qu'on a besoin de faire automatiquement versus de collecter des sommes puis de les repayer d'une autre manière. Alors, c'est ce qu'on veut. On veut aller vers cet outil-là. Puis vous allez voir, à utiliser le portail de votre club pour inscrire aux activités de Volleyball Québec, vous allez voir ce que la plateforme peut faire. Et comme Caroline disait, vous allez peut-être vouloir les utiliser pour vos activités aussi. Et ce portail-là sera disponible gratuitement là, pour les clubs également. Bobby, tu avais une question. Robert, tu avais une question. Je crois que tu es en train de t'endormir. Non. Okay. J'avais désactivé ma main au lieu d'appuyer sur le son, désolé. En fait, c'est plus un commentaire sur l'ensemble de plein de choses qu'on a dit tout à l'heure, puis ça revient sur l'affiliation et autres. Et j'ai une crainte
qu'on essaye d'appliquer le modèle de développement des clubs en structure qu'on a à travers les athlètes qu'on développe et qu'on veuille absolument appliquer ce modèle-là de gestion au modèle récréatif qui, excusez-moi, se fiche complètement de savoir qui est Volleyball Québec. Et ce n'est pas mon avis, j'ai je ne sais combien on vient de payer la ligue, c'est vraiment Clécy pourrait me le dire, mais si on a 300 membres dans notre ligue de volleyball de plage, il y en a 250 minimum qui n'ont absolument rien à faire et qui veulent juste pouvoir jouer au beach volleyball 1 ou 2 fois par semaine pendant leur été. Et leur imposer tout un circuit administratif risque de les démotiver et de les désengager. Parce qu'il va falloir qu'ils aillent payer à Volleyball Québec une affiliation pour quelque chose qui ne les intéresse pas. Puis ensuite, il va falloir qu'ils aillent payer leur activité chez nous pour faire leur activité qu'ils ont envie de faire, de juste s'amuser. Donc, ma crainte là-dedans, et c'est en parallèle aussi avec toutes les activités qu'on parlait de concurrentes qui sont dans les patros et les autres affaires qui n'ont pas du tout cette problématique-là d'administratif. Donc, d'aller calquer le modèle que je comprends tout à fait puis que je défends dans le développement de la structure des athlètes versus le récréatif qui n'a pas du tout cette réalité-là. Je crains que les clubs et les associations et autres deviennent surchargés et perdent beaucoup de crédibilité et de fonctionnement avec leurs membres. J'entends ton point, Robert. Merci de le partager. C'est quelque chose on est conscient de ça, Robert. Puis le changement de culture qu'on parle, Robert, c'est justement pour protéger tout le volet que tu fais, que vous avez fait, que tu as fait, puis qu'il y en a d'autres qui ont fait les commentaires auparavant. Le volet que vous appelez compétitif ou pour les jeunes, c'est de protéger tout ce volet-là, par exemple, dans ton club, pour que ces activités-là puissent continuer d'opérer. Pour faire ça, il faut adresser les risques, il faut mitiger les risques qui existent pour ton organisation, puis que vous vous comportiez à la fois comme club affilié à Volleyball Québec et comme promoteur privé, mais dans le fond, créer une vulnérabilité pour votre organisation et pour la nôtre. C'est ça qu'on essaie d'adresser de la meilleure façon possible. On n'est pas en train de dire que ton membre récréatif 332 sur 500 a vraiment de tout cœur souhaite payer un 10 $ à Volleyball Québec. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On essaie de voir la meilleure façon pour que Volleyball Québec opère avec des clubs qui opèrent avec des membres, que ce soit des membres individuels ou des membres d'un jour. Alors, il faut s'y rendre. Puis, le meilleur moment de planter un arbre, là, c'est il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre façon de l'exprimer. C'est ça, il faut s'y rendre. On est en retard sur d'autres disciplines, puis il faut adresser ces problématiques-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Bien, on l'entend, Robert, puis on va continuer de cogiter, mais ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est là où on est rendu. Si vous avez des meilleures solutions, on est ouvert à les entendre puis à les considérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Bien, alors, merci d'avoir participé à cette conférence Volleyball Québec 2022. On a pris plus de temps que prévu. Merci d'avoir resté pour cette présentation-là et d'avoir partagé. On prend note de ce qui a été dit. J'imagine d'ailleurs, Annabelle, que tu vas prendre une copie de ce qu'il y a dans le chat pour qu'on puisse le regarder après coup. S'il y a des questions qu'on a échappées, on pourra y répondre. Donc, merci à tout le monde d'avoir pris de votre temps. On l'apprécie pour nous partager votre rétroaction, pour écouter ce qu'on avait à vous proposer. Puis, merci aussi là, aux gens du CA qui ont pris la peine d'assister à la rencontre. Merci à nos employés. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée.